Vous avez entendu ce que l'un de vos mentors pense de vous. Il est tout élogieux. Comment vous l'avez rencontré? Je fais la rencontre du professeur Tidgar déjà quand je suis au lycée. Parce qu'il faut dire que c'est une personne qui est hyper active dans tout ce qui est recherche véritablement pour le développement. Et donc, déjà étant au lycée, il y avait une campagne de sensibilisation à laquelle il participait. Je tiens à préciser qu'à ce moment, j'ignorais complètement qu'il était un physicien parce qu'à ce moment, il traitait réellement des questions d'ordre médical. Donc voilà, c'était une campagne de sensibilisation sur le VIH. Et donc, voilà, il présentait aux jeunes un ensemble d'attitudes qu'il faut avoir. Et c'est comme ça que je fais la rencontre de l'homme. Et plus tard, à l'obtention de mon baccalauréat, je me doutais bien qu'à l'université, j'allais le rencontrer. Et à l'université, donc, je fais sa connaissance de manière un peu plus proche. Et c'est comme ça que, voilà, de fil en aiguille. Le fil est rentré dans l'aiguille? Oui, le fil est véritablement rentré dans l'aiguille. Et c'est comme ça que, voilà, il m'a énormément encouragé, voilà, pendant les moments de découragement et tout le reste pour pouvoir justement faire le chemin jusqu'à l'obtention de ma thèse de doctorat. Donc, vous avez gardé le contact jusqu'à aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous êtes un homme plutôt fidèle, hein, dans cette relation. Je fais l'effort de rester fidèle. Je fais l'effort de rester fidèle. Docteur Patrick Désiré Ndongo, vous disiez dans l'interview que vous avez accordée à mon confrère Ferdinand Maïga ceci: j'ai un profond désir de mettre au service de mon pays, mon continent, et partager avec mes jeunes cadets et frères tout ce que j'ai appris. Pensez-vous pouvoir implémenter cela dans les 20 prochaines années dans votre pays, au vu du gros retard infrastructurel qu'accuse le Cameroun? Je pense que cela est réalisable. Ah bon? Et pour ma part, pour que cela se fasse, je crois qu'il y a un ensemble de préalables qui, ma foi, sont d'abord une émanation au niveau des attitudes. Je vais dire des attitudes, ça doit être un ensemble, comment je vais dire, c'est pas des intelligences qui manquent pour pouvoir justement réaliser des objectifs ambitieux comme ce que vous avez mis en extension tantôt, même s'il y a l'absence d'infrastructure. Je pense que arriver un tout petit peu à garnir cet environnement d'infrastructure est possible. Et quand je disais donc, il y a des préalables au niveau des attitudes, c'est notamment la mise en exergue quand même d'une intelligence véritablement collective et active. Parce que c'est, à mon sens, la chose, à mon humble avis, la chose qui se veut être le préalable principal pour moi. Parce que je crois que si les intelligences se mettent ensemble, pas dans un sentiment d'adversité, mais dans un sentiment de complémentarité, alors le Cameroun, même dans moins de 20 ans, peut être bardé d'infrastructures. Made in Cameroun. J'aime bien appeler, vous qui avez grandi à Tchang, vous connaissez bien le cochon? Tout à fait. Moi aussi, je l'aime bien, et pas que lorsqu'il est brisé. Et j'aime bien l'appeler par son nom. Est-ce que le problème de votre pays n'est pas un manque de volonté politique? N'entrez pas en profondeur, mais est-ce que ce n'est pas ça le problème, comme disait quelqu'un que vous admirez, Dr Séverin Kézeux, il y a 2 mois? C'est vrai que je n'ai pas forcément eu à me pencher sur les raisons transversales qui peuvent être de nature politique, mais j'ai beaucoup plus posé un regard sur les raisons humaines en fait. Ça m'a permis peut-être à titre personnel de faire une observation parce que je me souviens en 2016, lorsque nous étions à une conférence organisée par l'APSA, qui est l'Association pour la promotion scientifique africaine. Cette conférence se tenait à l'Institut Henri Poincaré, parce qu'il faut préciser que l'APSA fait un travail remarquable quand même de promotion de la science en Afrique. Et donc, pendant que nous y étions, j'ai le souvenir qu'avec les panélistes, qui sont justement des éminents professeurs du Cameroun, une question quand même me venait à l'esprit. Et c'était une question qui était le rendu d'une expérience de terrain que j'ai eu à vivre, parce que dans les années 2010, je dois effectuer aux côtés
d'une organisation non gouvernementale qui s'appelle le GATT, entendons par là Groupement d'appui au développement durable, qui est implanté à Tchon et qui fait un travail remarquable également, qui mène énormément de missions à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental que sur le plan agricole. Bref, leurs missions sont diverses en fait. Alors, cette mission de terrain visait à l'approvisionnement de 2 localités de la Ménois en énergie propre. Et donc, lors des interviews semi-structurées que je faisais sur le terrain, j'ai approché une septagénaire qui m'a fait savoir que par semaine, elle devait parcourir en moyenne 10 km pour charger son GSM, son téléphone portable, tout à fait, à raison de 200 francs CFA, au seul point approvisionné qu'il y avait dans le village. Oui. Et donc, personnellement, j'ai eu une frustration. C'était celle de savoir... c'était une question personnelle que je me suis posée, en fait. Celle de savoir, est-ce qu'il fallait simplement avoir étudié et avoir un bac plus 5 pour générer une différence de potentiel de 5 volts, pour aider, par exemple, cette maman très âgée de l'endroit où elle est, pour pouvoir charger son GSM. Et donc, je me suis donc posé la question de savoir, et question que j'ai donc dû poser de manière beaucoup plus intelligible à l'occasion de cette conférence, à ces illustres professeurs, parce que je voulais effectivement avoir une réponse pour éclairer ma lanterne par rapport à ce que j'avais vécu sur le terrain. En quoi est-ce que la recrudescence des professeurs de rang magistral au Cameroun avait réellement modifié le paysage de développement camerounais? Et donc je me suis donc dit, c'est aussi une volonté des personnes à se mettre ensemble, comme je l'ai dit antérieurement dans mon propos, autour des objectifs qui sont clairement définis. Et je crois que 20 ans est assez pour pouvoir justement monter le Cameroun d'infrastructure. Parlons de cette maman qui a presque 70 ans et doit parcourir 10 km pour aller recharger son téléphone. La solution est pourtant là, et c'est un enfant du Cameroun qui l'a trouvé. Il s'appelle Vincent Kondiok, unique prix Nobel de la paix, né au Cameroun. Vincent Kondiok, regardez ce reportage fait sur lui au Sénégal en décembre 2019. Regardez comment dans les campagnes, des gens ont de l'énergie pour charger leur téléphone, pour avoir une ampoule qui éclaire leur chambre. La solution est là. Je pense, le journaliste doit penser, qu'il manque tout simplement une volonté politique. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes dans la seconde partie de l'entretien avec Dr Patrice Désir Ndongo. Vous êtes sur JMTV+. Ça, c'est encore nos bureaux, comme vous pouvez le constater là-bas, Microgravity Research Center, c'est d'autres bureaux. Mais ça, c'est essentiellement les locaux qui abritent les chercheurs russes, donc c'est eux qui sont dans cette unité. Donc, ici, c'est notre salle. Ok, je vous en prie. Je vais m'assurer que l'éclairage est au top. Comme vous pouvez le constater, ça c'est un dispositif expérimental par exemple qui avait été embarqué justement pour la campagne de vol lunaire, donc la campagne de vol parabolique lunaire qui a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines effectivement. Donc c'est celle qui a suivi juste après, celle à laquelle j'ai eu à participer. Et c'est celle qui a été conduite justement par mon étudiant, Dario. Donc voilà, ça porte son nom. Dario Pisanti Farina. Donc voilà, c'est lui qui a conduit cette expérience. Il est certainement mieux placé pour décrire de fond en comble, même si ça travaillait, en fait, ça parlait essentiellement de la vitesse de chute de certaines gouttelettes d'eau dans les conditions lunaires. Ça, quand on dit dans les conditions lunaires, il faut faire une petite précision, c'est que ici, nous voulons travailler avec une pesanteur qui est celle de la Lune.
Et oui, la pesanteur, oui, effectivement, parce qu'il faut préciser que la pesanteur de la Lune, elle est de 1/6 par rapport à la pesanteur au sol. Donc, c'est 1/6 de G, en fait. Donc, en effet, lui, il a fait des expériences dans ces conditions-là, quoi. Donc, toute la manœuvre du vol parabolique consistait à créer justement ces conditions où on a 1/6 de G. En effet, et donc voilà, ce test de chute justement de gouttelettes d'eau devrait pouvoir se faire dans ces conditions et donc en ce moment les résultats sont en train d'être analysés. Voilà, c'est après qu'on aura le rendu. Ici ça c'est une cellule, ça c'est bien parce que nous avons embarqué 2 manipulations à bord justement de la Nova Space. Et il faut dire que chacune des manipulations pour être embarquée à bord coûte à l'Agence spatiale européenne au minimum 200 000 €, donc entre 200 000 € et 500 000 € par là. Donc voilà ce que l'agence spatiale débourse pour chacune des manips que nous embarquons à bord. Donc voilà, c'est le coût, parce que justement, c'est une entité externe justement qui se charge de gérer. Comme vous avez pu le constater sans doute, il y a un avion derrière sur lequel est marqué Nova Space. Donc c'est Nova Space justement qui est en charge de cela. Et donc voilà. Donc ça c'est un des dispositifs. Celui sur lequel j'ai principalement travaillé, c'est celui-ci. C'est celui-ci, donc voilà. Je vais vous le décrire très rapidement. L'idée ici pour nous, c'était de voir la capacité, par exemple, qu'avait une goutte d'eau à pouvoir se détacher d'une surface glaciophore dans les conditions de microgravité. C'est dans la continuité justement de la problématique dont je traite et au sein du projet pour lequel je suis en charge au sein de l'unité, le projet ICING. Donc voilà, c'était principalement ça le test que nous avions mené. Et pour cela, il fallait qu'on ait les conditions qui sont quasi similaires à celles, comment je vais dire, que l'on retrouverait par exemple dans un vol d'avion. Et pour ça, on a besoin d'un tunnel de vent. Donc ça, c'est un tunnel de vent. Le tunnel de vent a été essentiellement dimensionné de concert avec nos collaborateurs chinois. Voilà, à l'intérieur de ce tunnel de vent, il y a un ensemble d'équipements que l'on retrouve parce qu'effectivement, il faut reconnaître que pour que la condensation se fasse, on a besoin des conditions climatiques assez particulières, notamment l'humidité relative. Donc, en fait, à l'intérieur, nous avons un humidificateur. On a un humidificateur. L'humidificateur, il est juste ici en dessous. Ça, c'est l'humidificateur. Donc, ça va permettre d'influencer l'humidité relative au sein de ce tunnel de vent. Et là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a toute une électronique qu'il y a sur le dispositif. Et ici, nous avons un accéléromètre. On tient absolument à avoir un accéléromètre pour la simple et unique raison que lorsque nous conduisons ces expériences en microgravité, une des contraintes pour nous étant d'avoir une gravité nulle, alors l'accéléromètre va nous renseigner plus tard lors du traitement des données si effectivement on a eu G égale à 0. Donc c'est ça en fait le but. Donc on a besoin d'un accéléromètre qui nous donne la traçabilité justement de l'intensité de la pesanteur dans ces conditions-là. Donc voilà, je vous ai présenté l'humidificateur. Ici nous avons les substrats et là on a tous les matériaux glaciophores sur lesquels on devait effectivement conduire les tests. Et ici on a un dispositif automatisé qui nous permet de pouvoir injecter des gouttelettes aussi. Donc voilà, on travaille essentiellement avec une humidité relative de 80% et on était donc tenu de voir comment se comportait effectivement cette goutte une fois qu'elle était sur cette surface glaciophore, parce que généralement, il faut se dire que lorsqu'on a détecté le givre par exemple sur une surface, il y a une opération par exemple qui peut être électrothermique qui consiste à fondre justement ce givre et dont la goutte est encore posée dessus. Et la question qu'on se pose, c'est dans les conditions de microgravité, si jamais on est à proximité de l'orbite par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Comment la goutte va-t-elle se détacher? Alors, c'est une question à laquelle il fallait répondre. Donc, voilà. Pour l'instant, nous sommes en train d'analyser les résultats et à la fin, on saura quoi dire. Donc, pour l'instant, ça reste encore très confidentiel, les résultats que nous avons, vu que ce sont des travaux qui sont mandatés par l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est l'Agence spatiale européenne qui détient l'exclusivité des résultats. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, sur la plupart des dispositifs, je préfère revenir ici. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, ce qui se passe, c'est que sur le plan sécuritaire, les exigences sont très très fortes à l'intérieur. Donc voilà, lorsque nous arrivons pour une campagne de vol parabolique, il faut se dire que ça nous prend en moins de 3 jours pour s'assurer effectivement que tout est bien fixé. Parce que quand vous voyez les gens flotter, il faut se dire qu'il y a d'autres phases par lesquelles on passe, parmi lesquelles l'hypergravité. Et voilà, il y a les phases transitoires qui nous permettent notamment de côtoyer la pesanteur martienne, lunaire. Et après, on va se retrouver dans ce qu'on appelle la free floating zone.
Et c'est là où on va commencer donc, à s'amuser un tout petit peu, quoi, à flotter. La pesanteur martienne, c'est la pesanteur sur la planète Mars. Mars, tout à fait. Donc c'est l'équivalent. Donc ce sont les phases transitoires. Oui, donc c'est l'équivalent de 0,38 G en fait. Donc ça c'est la pesanteur martienne. Donc la pesanteur martienne est de 0,38 G, tandis qu'on a la pesanteur lunaire qui est de 1/6 de G en fait. Donc voilà. Vous avez conscience que vous êtes en train de donner un cours là. Je n'ai pas la prétention, monsieur Mwafo, je vous en prie. Donc voilà, je vous donne de découvrir essentiellement ce que nous avons eu à faire. Donc c'est en cela que consistait principalement notre mission. Bon, il faut dire que voilà, ça c'est défini de manière un peu holistique, mais pour que ceci se mette en place, il y a tout un travail de fond qui doit se faire, quoi. Donc tout doit être dimensionné au millimètre près. Et c'est le travail que nous avons eu à battre durant ces 9 derniers mois avant de participer à la mission. Donc voilà. Il y a quelque chose qui m'a frappé là, on va retourner de ce côté, je vais vous le voir. Oui. Alors, j'ai ici des autocollants de plusieurs universités. Tout à fait. Là, ça vient de Chine, effectivement. Tout à fait, de Jiangsu. CEI vient d'où? CEI, ça vient en fait de l'université de York. York. Oui, c'est un de la... Non, York, au Canada. Au Canada, York. Oui, parce que c'est 3 collaborateurs qui étaient mis ensemble ici. Donc voilà, il y avait la Belgique, il y avait le Canada et il y avait la Chine. Donc nous avons travaillé à 3 dessus. Vous qui venez d'Afrique, oui. On ne retrouve jamais les universités africaines qui collaborent dans ce genre de programme. Est-ce que cela vous choque pas? Je dois dire que personnellement, c'est vrai que ça peut choquer. Ça peut choquer dans une certaine mesure. Je préfère utiliser ce diminutif quand même derrière. Ça peut, dans la mesure où je pense que l'Afrique a d'autres besoins pour l'instant qui doivent, ma foi, être d'abord satisfaits. Donc ces besoins-là, on devrait d'abord les satisfaire et une fois que ces besoins seront satisfaits, d'accord, je peux comprendre que l'ascension se veut graduelle, quoi. Donc je ne suis pas personnellement choqué, mais la chose qui attire le plus mon attention, c'est de capitaliser le maximum pour être sûr qu'on peut, voilà, mettre nos forces ensemble pour pouvoir justement porter l'Afrique à ce standard. C'est ça, je ne suis pas forcément choqué, mais je me dis, ok, d'accord, on peut arborer la pente. On a la grâce aujourd'hui d'apprendre, et donc c'est certain que nous pourrions, en mettant de manière commune nos intelligences, aider l'Afrique à pouvoir arborer ces marches-là. Donc ça, c'est mon ressenti. Mais se sentir choqué, dans tous les cas, dans une course, il y a toujours ceux qui arrivent un peu plus vite que les autres. Donc voilà, je pars de ce postulat. Donc voilà, c'est un peu ça. On a visité votre laboratoire, on a vu le projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Vous avez donné des explications claires, on va parler dessus, on va poursuivre cette interview avec ce qui était prévu sur papier. Vous avez aussi dit dans le journal La Voix du Centre, dans cette interview accordée à mon confrère Ferdinand Maïga-Sophie, ma plus grande satisfaction a été simplement d'y participer afin d'apporter ma modeste contribution scientifique à une problématique de recherche pour des applications spatiales. En vous lisant, j'ai eu l'impression d'entendre parler Pierre de Coubertin. Vous savez qui c'est? Non. C'est l'homme qui a créé l'Olympisme. Les Jeux Olympiques, il disait le plus important c'est de participer. Mais vous avez fait plus que participer avec les explications que vous nous avez données. Là, vous n'avez pas fait que participer. Vous êtes trop modeste, non? En fait, je crois qu'à cette interview, je donnais simplement mon rendu. Je donnais simplement mon rendu et c'est ce que j'ai ressenti, bien évidemment, de me sentir utile à une problématique qui était posée et sur laquelle, voilà, j'ai eu la grâce de pouvoir travailler et de pouvoir effectivement effectuer cette mission, quoi. Oui, voilà. Je rendais grâce à Dieu, principalement, pour y avoir participé. J'ajouterais bien modeste dans vos deux prénoms, parce que vous êtes très modeste. L'Union africaine a créé une agence spatiale africaine qui est basée en Égypte. Vous êtes certainement au courant. Tout à fait. L'Afrique du Sud semble avoir opté, l'Afrique du Sud et le Nigeria, je crois, semblent avoir opté pour la leur. Le Nigeria prévoit d'ailleurs d'envoyer un Nigérian dans l'espace en 2030. Je vais revenir là-dessus, je vais vous tanner avec quid du Cameroun. Vous qui êtes du Cameroun, vous qui avez cité des cerveaux comme Robert Teguin, vous qui avez cité des cerveaux comme Dr Séverin Kézeux,
quid du Cameroun? Est-ce qu'au Cameroun, on a cette ambition qu'ont le Nigeria et l'Afrique du Sud? Je dirais personnellement que c'est sans doute une ambition qui doit exister au Cameroun. Mais je pense personnellement que les ambitions se veulent graduelles parce que on ne fait pas de la science simplement pour le loisir. On fait de la science d'abord pour résoudre des problèmes de notre environnement. Et je crois que nous devons résoudre d'abord les problèmes par palier. Même si l'ambition existe, je crois que le faire aujourd'hui, pour moi, ce serait aller un peu très vite en besogne, compte tenu des problématiques fondamentales Les problématiques fondamentales comme déjà procurer de l'eau potable à tout le peuple, comme éclairer déjà toutes les villes. Je suis persuadé qu'il y a sans doute des travaux de fond qui sont en train d'être menés dans ce sens, mais je voulais simplement dire à la suite de votre question qu'on y pense certainement, mais j'ose croire que, voilà, comme Maslow, on essaye simplement d'avoir une échelle de priorité pour l'instant, et les priorités du moment, c'est de pouvoir satisfaire d'abord les besoins primaires. Et une fois qu'on aurait mis en place un mécanisme pour satisfaire les besoins primaires, je crois qu'on pourrait monter un tout petit peu vers les besoins qui sont de nature à pouvoir intégrer justement les problématiques spatiales. J'espère qu'on pense comme vous dans ce pays où on a bitumé 10 km d'autoroute entre Yaoundé et Douala en 10 ans, et ça a coûté des sommes pharaoniques. J'espère qu'on y arrivera un jour. Bon, la recherche spatiale en Afrique aidera à jouer un rôle important dans de nombreux secteurs, tels que celui de l'agriculture, de la sécurité, aussi bien aérienne, maritime que terrestre, la localisation pour ne citer que cela. Comment ceci pourrait-il se matérialiser dans un pays comme le vôtre, le Cameroun? Ce serait déjà par une participation active justement à l'ensemble de ces problématiques-là, de l'espace. On peut déjà commencer même déjà, je vais dire, au sein des laboratoires à s'y intéresser. Et à terme, justement, ambitionner justement de... Voilà, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Station spatiale internationale, elle abrite principalement 5 grandes unités de recherche, parmi lesquelles l'Europe en a 2, ou du moins l'Agence spatiale européenne est en charge de 2. Et les 3 autres sont partagés essentiellement par la Russie, les États-Unis et le Japon. Et je crois le Canada aussi, qui en fait partie désormais. Donc, certainement, l'Afrique ambitionne soit de rejoindre déjà la Station spatiale internationale. C'est l'Afrique, je parlais du Cameroun, votre pays. Oui, le Cameroun. Quand vous êtes rentré de cette mission, vous vous êtes pas fini avec le drapeau de l'Afrique, mais c'était avec le drapeau du Cameroun. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je parle de votre pays, au Cameroun. Ok, mais je voulais dire simplement que, voilà, comme les autres le font, le Cameroun effectivement pourra s'associer justement dans les mêmes intentions que les autres en fait. C'est vrai que vu de la fenêtre de l'Occident, ça peut paraître un luxe pour le Cameroun en ce moment, mais je suis convaincu que ça fait partie des altitudes qui sont atteignables, quoi. Personnellement, je suis convaincu parce que, croyez-moi, permettez-moi de faire cette digression, lors de mon parcours, ou du moins de mon cursus au Cameroun, j'ai eu la grâce de côtoyer quand même des personnes qui ont du rebondant dans cet environnement et dont je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la capacité, ou du moins la force de proposition sur le plan intellectuel justement des personnes avec qui j'ai eu à cheminer. Moi, je n'ai pas de doute non plus là-dessus. Le Cameroun possède ce qu'aucun pays d'Afrique centrale possède en matière de ressources humaines intellectuelles. Ça, je peux vous le dire. Je voyage tous les jours, rencontrer des gens comme vous. Il n'y a pas d'égal. L'Afrique centrale, les pays de la CEMAC, le Cameroun possède le plus grand potentiel. Et certains disent même qu'après le Nigeria et l'Afrique du Sud, le Cameroun a le 3e potentiel en Afrique noire. Mais bon, il faudrait une volonté. Vous savez laquelle? Pour implémenter les choses. Bon. Docteur Patrice Désiré Ndongo, vous êtes cofondateur de l'association SAD. C'est quoi l'association SAD? Expliquez-moi ce que c'est déjà. SAD. Entendons par SAD, savoir et développement. Si vous me permettez, je vais peut-être retracer la genèse de la SAD. Je vous en prie. La SAD est née en fait d'une aventure. Voilà, qui me conduit justement vers une réalité pour laquelle, en discutant avec des confrères ici,
notamment ici en Belgique, notamment le président de la SADE, Boris Soptandon, et d'autres de différentes spécialités. Boris Soptandon qui est énergéticien, qui travaille il travaille à Sibelga. Et donc, voilà, en discutant avec Boris et beaucoup d'autres personnes, on se retrouve donc en train de mettre sur pied la SADE. Maintenant, pour parler de la SADE, d'où est-ce est né ce sentiment qui nous a conduit à la SADE? À titre personnel, ce que moi j'ai eu à vivre, c'est que je fais la rencontre d'une dame qui s'appelle Germaine Monet. Germaine Monet, effectivement. Germaine Monet qui fait un travail remarquable avec son association Calara, dont je suis d'ailleurs membre à titre bénévole. Donc, quand j'ai du temps, je vais donner de la force un tout petit peu là-bas. Parfois, c'est pour du rangement, c'est pour des activités. On y reviendra car j'ai prévu une question là-dessus. Donc, ben voilà, je fais la rencontre de Madame Monet. Rencontre d'abord qui se fait dans un premier temps sur le plan humain parce que c'est une dame d'une convivialité extrême, voilà, qui rencontre notre de la peau noire et qui l'approche et qui, de manière très très cordiale, lui dit bonjour. Et voilà, en échangeant, donc, elle me partage une expérience qu'elle a vécue dans une des régions du sud au Cameroun. Et c'était justement l'enclavement dont faisait face une école primaire sur le plan énergétique. Et enclavement, donc, qui avait créé quand même des conditions de présence du corps enseignant, des conditions un peu indélicates parce que, voilà, les enseignants venaient à des rythmes assez irréguliers. Et donc, elle a été particulièrement frappée par cette réalité et elle s'est dit, ok, c'est quoi la raison? Et on lui a donc fait savoir, le directeur de cette école a fait savoir à Madame Monet que voilà, comme vous pouvez le constater, il faut un minimum de conditions de vie épanouissantes quand même pour pouvoir permettre à des gens de trouver l'envie et le besoin de vouloir voilà, s'éterniser quelque part quand ils y arrivent, même si c'est pour des raisons professionnelles. Et voilà, comme vous pouvez le constater déjà, il n'y a pas d'énergie électrique. Et c'est alors qu'elle s'est dit comment est-ce que de manière alternative, on pouvait donc essayer d'approvisionner cette école et les bâtiments qu'il y avait tout autour justement pour pouvoir héberger ces enseignants qui étaient très souvent de passage. Et elle a donc pensé à cette solution qui était le solaire. Le solaire. Et donc, moi, frappé justement par cette motivation, je décide de prendre en mon actif le dimensionnement justement de cette installation. Je dis, ok, vous menez un combat qui pour moi, il est noble et qui a salué. Et donc, ce que je vais faire, c'est que par rapport à ça, je vais prendre en charge le dimensionnement de la solution solaire parce que c'est mon domaine de compétence. Parce que je tiens à préciser que j'ai un doctorat en physique option électronique et mes travaux ont essentiellement porté sur le photovoltaïque. Donc, l'optimisation du rendement des cellules photovoltaïques. Et donc, comme ça, nous faisons connaissance et elle me parle donc de son association. Et de fil en aiguille, je me retrouve dans le cadre d'une activité bénévole qui consistait à faire du rangement justement de tout le matériel didactique qui avait été reçu et qui devait être distribué au Cameroun. Et pendant que j'y suis, je tombe sur un manuel qui est destiné à des enfants de 6 à 12 ans qui est intitulé « Livret d'éveil scientifique ». Livret d'éveil scientifique. Tout à fait. Et alors, le titre est pour moi très accrocheur et je décide donc de faire immersion pour comprendre dans le manuel. Et alors, lorsque je fais immersion dans le manuel, qui est destiné à des enfants de 6 à 12 ans, la première chose qui m'a frappé, c'est la démarche pédagogique avec laquelle le manuel avait été structuré. Une approche tellement ludique pour enseigner à des enfants de 6 à 12 ans comment fonctionne une centrale nucléaire, comment fonctionne une centrale thermique, comment fonctionne une centrale hydroélectrique. Et alors là, je me suis permis rapidement de faire le parallèle. J'ai repensé à ma tendre enfance, où il m'arrivait souvent de prendre la fameuse génératrice à laquelle j'associais une pile, et juste pour le loisir, je voyais une hélice tourner devant, et de constater qu'au jour d'aujourd'hui, une centrale hydroélectrique ou une centrale éolienne ne fonctionne ni plus ni moins sur ce principe. De voir que oui, il y a des jeunes qui parfois sont étouffés lorsqu'ils sont en train de dessiner parce qu'on peut avoir la prétention que voilà, ils sont en train de gaspiller du papier. Pourtant, c'est l'architecte de demain qui est en train d'être oppressé. Alors, la question de l'éveil
a directement pris corps dans mon esprit et voilà, nous nous sommes retrouvés et ensemble avec des amis. Voilà, de différents secteurs d'activité, médecins, ingénieurs, dans différents secteurs, comme ça autour d'une table. Et on a fait l'unanimité sur cette problématique. Oui, principalement, oui. Et donc, on a été unanime sur le fait que oui, la question de l'éveil est une préoccupation de fond. Parce que, oui, convaincu que c'est pas parce que les enfants ne parlent pas qu'ils ne pensent pas, qu'il est donc important de penser sans doute une pédagogie de l'éveil qui devrait aider les enfants très tôt, justement, en leur présentant des choses que nous découvrons, parce que je tiens à préciser que lorsque je fais immersion dans ce manuel, je fais la découverte des choses que je n'ai découvertes que lorsque je faisais 4e année à l'université. Pour moi, c'était assez bouleversant. C'était bouleversant parce que je me suis dit, ah, peut-être je l'aurais vu plus tôt, peut-être en avançant, j'aurais eu un regard soumis à une autre pesanteur, pesanteur qui m'aurait peut-être conduite à réfléchir à comment est-ce que je peux transformer mon environnement justement pour apporter des solutions relatives à l'ensemble des choses que j'ai eu à côtoyer ou du moins à l'ensemble des choses que j'ai écoutées plus tôt. Et donc nous nous sommes dit, l'association Savoir et Développement, exprimant la motivation selon laquelle le savoir doit pouvoir contribuer à transformer son environnement, nous nous sommes dit le point de départ devrait être l'enfance et donc il est important que nous essayions de l'endroit où nous sommes, vraiment que toutes les intelligences essayent, chacun dans son domaine, de voir comment est-ce que les choses qui sont faites peuvent être ramenées à une échelle purement et simplement ludique pour que les enfants se l'approprient très tôt et alors vont grandir avec cela en eux. Et ça devrait pouvoir systématiquement influencer leur façon de penser. Et je crois que c'est ainsi qu'on va contribuer nous aussi à poser les prémices de l'industrie de demain, en vérité. Wow. Et comment est-ce que cela se matérialise sur le terrain? Pour l'instant, il faut dire que la SAD existe depuis 2 ans et demi. Mais durant les 2 années et demie, nous avons travaillé à développer un ensemble de choses. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas visibles sur Internet, en l'état. Donc, au niveau de la Belgique, nous avons légalisé l'association. Et donc, il y a un travail qui est en train d'être fait en backstage. Mais dans les mois à venir, quand même, on serait déjà visible sur la toile. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer, de concert avec les pouvoirs organisateurs au Cameroun, auprès des écoles primaires et maternelles, pour voir un tout petit peu comment est-ce que les choses pourront se mettre en place justement pour que cette vision qui pour nous est quand même le point de départ d'un leadership transformationnel se mette en place. Wow. Vous avez existé il y a de cela 30 ans, 40 ans, peut-être, je serai avec vous là, parce que ce que vous ne savez pas, je suis allé en technique industrielle jusqu'en seconde avant de bifurquer. J'ai été au collège Victor Flotso en électrotechnique électronique avant de bifurquer. Vous imaginez si l'éveil avait existé il y a 40 ans, peut-être que je serais votre aîné dans le domaine aujourd'hui. Tout à fait. Donc, bravo pour ce que vous faites via la SAD et sachez que je reviendrai vous titiller pour savoir où vous en êtes dans un an. Et c'est des choses à montrer. Okay. Très important. Vous avez souvent vu ces jeunes enfants, 10 ans, 14 ans, qui fabriquent des grues au Cameroun, qui fabriquent des pouclins. On appelait ça pouclin à notre époque. Tout à fait. Vous avez vu? Oui, ça, j'ai regardé, oui, sur la toile, quelques-unes de ces réalisations ont été diffusées. Et voilà, toujours en admiration devant, ça fait partie des choses qui doivent être encadrées et bien encadrées justement parce que voilà, c'est ça qui constitue l'autoroute justement de l'industrie de demain, comme je vous l'ai fait savoir. À notre époque, à 10-12 ans, nous fabriquions les bali-bali et les flippers en bois. Mais bon, ça c'était une autre époque. Docteur Patrice Désiré Dongo, en préparant cette émission, j'ai glané ça et là ce qu'on appelle au Cameroun du Congo ça. On m'a dit que vous êtes quelqu'un d'altruiste, de très humble. C'est ce qu'on m'a dit de vous, hein. La dame qui m'accompagne, que vous ne verrez pas chez les spectateurs, qui est en coulisses, m'a dit qu'elle ne savait même pas ce que vous faisiez vraiment dans cette université. On vous voit au sein de plusieurs associations camerounaises donner de votre personne, de votre temps pour aider les autres.
Comment faites-vous après tout ce que vous nous avez présenté comme boulot? Où trouvez-vous le temps pour vous consacrer aux autres? Permettez-moi, Monsieur Jackie Moifo, s'il vous plaît, de dire quelque chose qui est très très important. Moi, je dis, pour moi, la science n'a de sens que si, elle contribue à améliorer la qualité de la vie de l'homme. Et donc, pour moi, ne faire que de la science et ne rester que dans les laboratoires sans aller au contact des hommes, je trouve pour moi un peu cela hyper limité. Et donc, c'est ce qui m'amène à aller à la rencontre des autres pour discuter de l'ensemble des problématiques qui sont rencontrées et pouvoir y apporter ma modeste contribution. Donc, c'est pour ça que malgré le temps que je passe sur le campus, au labo, je trouve toujours du temps pour me rapprocher des associations, des frères, des sœurs, pour pouvoir donner de la voix quand cela est nécessaire, afin de pouvoir trouver des solutions à des problèmes qui sont posés. Wow. Depuis cette émission avec l'Agence spatiale européenne, je suppose que les gens ne vous voient plus de la même façon. Avant, on ne vous connaissait vraiment pas. Aujourd'hui, on vous a vu avec ce drapeau camerounais. Dans cette mission, comme je vous ai vu, ça doit vous interpeller dans la rue, non? Dans le milieu? Personnellement, je n'ai pas fait plus attention que ça, parce que je crois que le drapeau que j'ai arboré, pour moi, c'était un signe de reconnaissance de la terre patrie d'où je viens, en fait. C'était un signe de reconnaissance de la terre patrie d'où je viens, parce que je dois reconnaître quand même que l'ULB m'a offert le privilège de pouvoir y participer. Mais je dois également reconnaître que le Cameroun m'a permis d'aller à l'école, de faire les études que j'ai faites jusqu'à l'obtention de mon doctorat, et j'estimais que c'était de bon ton d'exprimer une saine gratitude justement à mon pays en arborant ce drapeau. Et donc maintenant, sur le regard que les uns et les autres portent, non, nos rapports sont restés conviviaux, que ce soit les différents groupes auxquels j'appartiens, parce que voilà, j'appartiens à un mouvement d'action catholique qui est le groupe Parole de Dieu, et voilà, nous nous y retrouvons toujours, c'est la même qualité de vie, les amis c'est pareil, donc voilà, rien n'a changé, c'est une mission à laquelle j'ai participé, comme beaucoup d'autres auraient pu y participer, donc c'est tout. Sachez que vous n'aurez pas arboré le drapeau, que je serai quand même venu à vous, car tout ce qui participe, concourt à rehausser l'image de l'Afrique intéresse JNTV+. Donc même sans le drapeau camerounais, vous aurez même été sénégalais ou malien, je serais allé à vous. Donc merci pour ce que vous faites, merci pour l'éveil que vous apportez aux enfants. Mais comme je ne sais pas tout, je ne sais rien d'ailleurs, j'apprends tous les jours. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Donc répondez à la question non posée. Non, pas forcément, mais comme je l'ai dit, s'il y a une chose quand même que je souhaiterais dire de manière forte et insistante, c'est que vous avez pointé quand même de manière assez régulière le Cameroun, qui est mon pays, qui est d'ailleurs un pays qui est très très cher à mon cœur. Donc c'est un pays qui est très très cher à mon cœur, et donc mon vœu le plus grand, c'est de voir ce pays se transformer à la hauteur justement de toutes les intelligences que ce pays regorge. Et je crois que pour y arriver, il est urgent que les intelligences se mettent ensemble de manière superposable. Peut-être pour l'expliquer, je prendrai une définition à caractère scientifique. Voyez-vous, on définit la force, parce qu'on a coutume de dire on est fort. Mais je pense que l'on définit la force comme étant toute cause capable de mettre un corps en mouvement, de le déformer ou de le maintenir au repos. Alors de là émanent les effets à la fois statiques de la force, lorsqu'il s'agit de maintenir un corps au repos. De là émanent également les effets dynamiques de la force lorsqu'il s'agit de mettre un corps en mouvement. Alors je pense donc que si je ramène cette définition à chacune des intelligences, il faudrait donc que nos forces mises ensemble concourent à mettre en mouvement toutes les choses que nous voulons voir avancer dans ce pays. Donc, à travers l'audience que vous m'offrez, l'appel que je voudrais lancer à tous ces aînés, qui sont là, à tous ces aînés pour lesquels nous sommes pleins d'admiration, c'est réellement, comme l'avait dit le docteur Enes Simon à l'occasion du GERSIC, c'est à la fois de mettre en place des plateformes
et ce de manière plus active pour aider notre pays à pouvoir bénéficier de manière profonde et certaine justement des intelligences qui sont les nôtres, mais ce de manière superposable. Parce que je suis quasi convaincu que chacun a sa modeste contribution à apporter. Et si on se réunit dans le sens de vouloir faire avancer une cause, je suis quasi convaincu que chacun des secteurs se verra développer. Merci beaucoup, docteur Patrice Désiré Ndongo, pour cet entretien, pour ce reportage que vous avez accordé à GMTV+. C'est moi qui vous remercie, monsieur Jacques Mouafo. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Partagez-le, informez les autres, amenez les enfants à regarder ce type de programme pour peut-être éveiller en eux des vocations, n'est-ce pas? On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardez l'optimisme, gardez la banane. À très bientôt. Bye bye.